Allez, bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver. On a des choses à se dire ce matin, ça y est, les cryptos bougent et on va surveiller tout ça. Stop loss pas tout à fait déclenché et j'aime pas trop l'action de prix, je vous le cache pas. Donc pour l'instant, je le laisse plus ou moins par là, en tout cas dans cette zone. On va dire sous ce bottom là, je vais peut-être l'écarter un petit peu ici, étant donné que ça m'a l'air assez volatile, mais peu intéressant, puisque dès qu'on vient chercher le niveau technique, ça semble bloqué. Et on va voir tout ça. Le volume est assez intéressant et assez conséquent. Je vais essayer d'aller voir dans la bougie en 15 minutes si on peut y voir un peu plus clair, si c'est vraiment sur l'impulsion que se trouve le volume. Ok, clairement ça. Donc je pense qu'il y a eu un catalyseur, je ne sais pas ce que c'est du tout. J'ai pas le news flow Ethereum ni autre crypto, parce que là ça semble concerner tout le monde, dans des degrés différents bien évidemment. Mais donc les sorties pour l'instant sembleraient se faire au sud. Après, je pense qu'il y a un catalyseur là qui a fait ça, puisque pour que ça chute d'un coup comme ça, c'est probablement que quelque chose a déclenché ce mouvement. Je n'ai pas la science infuse. Et je ne suis pas non plus visionnaire, donc je vous avais prévenu aussi qu'en cas de catalyseur baissier, ce qui était une chose possible, on ne maîtrise pas le news flow, et bah évidemment on pourrait sortir des consolidations, des triangles par le bas. Mais qu'à terme, normalement, si cette consolidation se perdurait sans catalyseur, on aurait eu probablement une sortie haussière. En tout cas, ce sont des statistiques. Maintenant, ce qu'on voit là, c'est qu'apparemment, il y a eu un catalyseur baissier. Il y en avait beaucoup, hein. Il y a plein de possibilités. Hier, j'ai vu circuler un truc sur le Tether. On va aller regarder ça d'ailleurs, c'est peut-être ça la raison. USDT, USD. On va le regarder chez qui peu importe. Allez, on va prendre... Kraken, ça me semble être le plus... Voilà, ok. Donc c'est effectivement ça. Je pense que ce qui déclenche un petit peu ce mouvement de panique, c'est le fait que le Tether donc, pourrait avoir quelques petits bruits à venir. Vous voyez, quand on a ça, là, ça amène un peu de tension sur ce marché. Bon, on n'est pas non plus sur des niveaux cataclysmiques, mais voilà, ça amène un peu de tension et effectivement après des mois et des mois de stabilité sur ce fameux Tether sur lequel je vous avais quand même extrêmement alerté. Donc on va voir si c'est pas Tether qui pourrait nous causer ça. Bon, il y a probablement une raison autre, hein, qu'on se le cache pas, juste je ne la connais pas et je ne préfère pas parler de ce que je ne connais pas. Donc voilà, en attente de savoir ce qui a causé ça, pour l'instant breakout, mais encore une fois, quand vous avez break et break, ça pue surtout le range, ce qui veut dire que c'est très difficile d'installer une tendance haussière. Maintenant, est-ce que c'est nécessairement une tendance baissière? Ça me paraît compliqué à dire. Ceux qui ont le luxe de se le permettre sur les positions spéculatives, j'entends bien. Pour ceux qui ont pris des buy and hold, j'espère que vous comprenez d'ores et déjà que vous n'en avez rien à faire de ce qui se passe ici. Donc voilà, pour ceux qui ont pris les trades spéculatifs, si vous avez un faible levier, comme c'est mon cas, et que vous êtes prêt à risquer un peu plus, je pense qu'il faut se replacer dans un contexte de range, c'est-à-dire avec un stop sous le bottom ou proche de ce bottom. Il est possible, je pense, qu'on aille redire bonjour aux 190, enfin aux 200, on aille dire bonjour sous les 200 pour essayer d'emmerder un peu le monde et déclencher des stops. On a bien compris que quand on a eu une consolidation comme ça, le mouvement derrière est généralement directionnel. Donc soit le catalyseur permettra la cassure de ces supports, on ira chercher plus bas que les 170, dans ce cas je préfère sortir. Option numéro 2, et tout simplement c'est un break dans un range, c'est-à-dire un attrape nigo, et tous ceux qui vont s'amuser à vendre le support des 200$ se feront gentiment bien démonter. On voit bien la zone de break, elle est là, à chaque fois qu'on la tente, ici échec, ici ça passe, ici ça passe. Donc vous pouvez vous dire, ça c'est la médiane du range, si on est bien dans un range. Et dans ce cas-là, mon entrée, elle n'est pas mauvaise, elle est juste pas très... elle est pas perdante, elle est perdante pour l'instant. Je vais revenir, je cherche les bons mots. Qu'est-ce que... Alors on va faire comme ça. Pour une médiane de range, on met en gros... et comme ça, voilà, on va dire... Hop, voilà. Donc ça, ce serait médiane du range, la zone où effectivement se produisent les breakouts. Les breakouts qui réussissent, les breakouts qui échouent. On voit donc très bien que dans ce contexte, ce qui semble être de rigueur, ce ne sont ni les obliques, ni les stratégies tendancielles,
mais bien juste un bon gros range à couillon dans lequel tous ceux qui font n'importe quoi perdent de l'argent, et évidemment ceux qui sont juste patients et méthodiques pourront en tirer profit. Donc moi ce qui m'intéresse, et encore toujours, c'est la partie breakout, c'est-à-dire que pour moi ça c'est un range haussier. Maintenant si ça se trouve je me plante et effectivement il restera un décompte baissier, mais pour moi le sens c'est vague 1 étendue, 3 à 5, il n'y a pas de raison de faire une nouvelle vague de baisse. Maintenant attention, à condition d'y avoir un gros catalyseur, ça peut très bien se produire. Donc on va voir l'ampleur de ce catalyseur. Est-ce que c'est simplement un bon merdier qui permet de traverser la médiane du range, hein? C'est pas cataclysmique, dans ce cas-là ça peut continuer de baisser et il ne faut pas faire partie de ceux qui se feront stopper. Et par contre, voilà, si ça remonte maintenant, moi c'est ça qui va m'intéresser, c'est-à-dire le prochain éventuel break haussier. On a donc 2 breaks baissiers, j'attends la prochaine break haussier et celui-là probablement je risque de renforcer à la cassure du range. Donc là je ne fais plus rien, tout simplement parce que dans un range il faut se laisser une marge de manœuvre. C'est pour ça que je ne vais pas trop renforcer les positions non plus. Je vais repousser mon stop puisqu'il me semble qu'on n'arrive pas à construire la 5e vague haussière. On n'est donc pas dans le contexte que j'imaginais. On n'est par contre pas non plus dans un contexte baissier. Pour l'instant, moi ce que je vois c'est ça, c'est-à-dire 2 impulsions haussières, ok, une impulsion baissière, un gros range et une impulsion baissière. Ça, je vous rappelle, ça peut être tout simplement ce qu'on appelle une structure leading diagonale, hein, c'est-à-dire 2 vagues de hausse, 2 vagues de baisse, et si jamais ici, pour une raison X ou Y, ça se met à racheter, ce qui est franchement un grand classique, on va faire quoi derrière? 2 vagues de hausse, 2 vagues de baisse, overlap, et 2 vagues de hausse. D'accord? Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire qu'on peut tout à fait arriver dans le même endroit, réaliser les mêmes targets, simplement le faire différemment. Donc, encore une fois, dans le marché, pas de visionnaire, pas de magicien, juste on gère son risque en fonction de ce que l'on a en face de soi. Ce que j'ai en face de moi n'est ni baissier ni haussier, c'est une structure de range. Maintenant, les structures de range haussières existent également. Donc, je n'invalide pas le scénario, je repousse simplement mon stop loss sur des zones où je pense que le marché, normalement, ne doit pas pouvoir aller les chercher. Donc, je dirais très légèrement sous le bottom actuel, normalement, on ne doit pas y aller, avec une forte chance d'échouer vers le support là, ou légèrement en dessous, si le marché veut essayer d'aller racler quelques stops par là. Donc, pas de renfort non plus, hein, qu'on soit bien d'accord, là, il n'est pas le moment de renforcer, c'est-à-dire que dans le scénario, pour moi, là, on retourne et on reste à 3 sur 5, ça reste acceptable, je dirais qu'on est à 2,5. Voilà, on vient de dégrader parce que le cadre du scénario ne s'active pas, on n'arrive pas à passer en confirmation à 4 sur 5, mais ce qui m'intéressera maintenant, c'est donc de passer le niveau de breakout de ce point à la hausse. Ok? Donc là maintenant j'attends, mais le prochain trade pour moi est un trade qui sera probablement haussier et sous cette forme-là, c'est-à-dire normalement un deuxième schéma ABC, plus haut et plus lent, plus durable que le premier en termes d'amplitude, et je pense qu'on pourra sans grande peine aller retracer des niveaux assez intéressants. Voilà, donc je vous invite à un petit peu de prudence sur les cryptos, en tout cas pour ceux qui ont pris les scénarios spéculatifs. Je ne pense pas qu'il y ait d'invalidation outre mesure de par le niveau qui est breaké, qui ressemble plus à un range qu'à un break d'accélération baissière. Si ça s'était produit par là, c'est-à-dire si vraiment on était arrivé là et qu'on avait fait le break sur cette zone de prix, c'est-à-dire, vous voyez, si on avait baissé et là, bam, breakout, là j'aurais été beaucoup moins confiant sur la dimension. Là, ce que je vois, c'est qu'on est bien en train d'essayer de breaker 3 fois de suite le même niveau et que ça passe cette fois, mais ça pue le range pour être très honnête. Donc, mon prix d'entrée n'est pas fantastique, c'est-à-dire qu'au final, moi j'ai payé la médiane du range, ça veut dire que j'ai pas très bien fait mon boulot. Plus vous achetez bas dans un range, plus vous faites un bon boulot, moins vous achetez, plus vous vendez haut. Également, donc voilà, là je ne vais pas anticiper ce range, moi j'étais en train de trader une tendance, donc il est logique que je n'ai pas le meilleur prix de ce range. Maintenant, est-ce que c'est une erreur d'avoir le prix médian? Moi il me semble que non, donc je ne vois pas de raison d'invalider les trades pour l'instant. Il va de même pour les trades Bitcoin, hein. De toute façon c'est du buy and hold, donc rien à foutre, ça fait parler les nigauds, hein, encore une fois, il n'y a pas de souci, moi je laisse parler les gens, ce qui m'importe c'est que les stratégies de trading portent leurs fruits, et sur un buy and hold, tout ce qui se passe à la baisse ne m'intéresse absolument pas. Si je me suis trompé, c'est comme ça et c'est pas grave. Allez, on continue sur les autres marchés. Donc hier soir, je vous ai fait une vidéo sur
sur le marché action, hein, donc le fait que selon moi, et je pense que là maintenant il faut quand même avoir les yeux ouverts et être conscient, ce scénario était anticipé, on est sur le point de départ probablement d'un retournement de marché majeur qui risque de se poursuivre sur les prochains trimestres et probablement les prochaines années. Donc, je pose mes couilles sur la table avec le risque que ça, avec le risque que ça amène, évidemment, que si jamais on retourne au sommet historique, tout le monde va encore se foutre de ma gueule. Mais c'est pas grave, c'est comme ça. Je préfère prendre ce risque. Donc, on est dans le cadre où donc ce qui s'est passé hier, on va regarder ce qui s'est passé sur la Chine immédiatement. Où ils sont la Chine, Shanghai Composite. Voilà, ça casse le support. Alright, on a une target encore plus basse, donc je pense qu'il y a encore des objectifs. Donc j'ai bien fait quand même de sortir à mes pauvres achats ici à l'époque. C'était pas une mauvaise idée, hein. Donc voilà, ça chute. Wall Street entraîne tout le monde avec. Ça fait mal, hein. Voilà, ça fait clairement mal. Mais dans le décompte, ici, on est quand même sur vague 1, 2, 3, 4, 5. Donc il est logique que ce soit peut-être la dernière vague de baisse, en tout cas pour la partie chinoise. Côté Hang Seng, on va regarder ce qu'il y a à Shanghai. Non, pas à Shanghai, pardon. Hong Kong. Voilà, Hong Kong, sans surprise, hein, même chose. Les entrées acheteuses sont à faire dans la zone. Pardon, donc là, même chose, il n'y avait pas eu de scénario déclenché, hein, je recherchais des achats dans cette zone-là. Donc là, tout ça, ça arrive sur du gap, c'est absolument affreux, hein, mais je pense que c'est pas nécessairement fin du monde. Je pense qu'au contraire, on est sur des zones assez intéressantes. Ouais, non, pas tout de suite, hein. Bon, on va faire gaffe parce que le problème, ce serait que Shanghai, s'il se met à accélérer ici, c'est-à-dire à vraiment rentrer encore plus dans des phases de baisse. Shanghai, ils en sont à combien là par rapport au sommet? Ok, eux, ils ont déjà à moins 25. Je pense que ça peut continuer et entrer donc dans un vrai bear market officiel en Chine, hein. Alors la Chine en bear market, je vois difficilement comment l'économie mondiale pourra rester en croissance, hein. Mais bon, ça encore une fois, ce sont les miracles boursiers de Wall Street. Beaucoup sont ceux qui y ont cru et ils se sont cassés les dents hier magistralement. Je regarde ce qui se passe un peu ce matin. Ok, d'accord. Alors, FTSE, ça continue, ça c'est cool. On va arriver peut-être sur un petit niveau de stabilisation. Donc, dans tous les cas, je m'attends quand même à des. Ça risque de continuer, hein, il n'y a aucun risque là-dessus. Mais FTSE, tant que ça ne stabilise pas et que ça ne montre pas quoi que ce soit, donc les renforts exécutés hier, hein, évidemment, et je pense qu'on est donc dans un marché bien moche. Sur cette zone-là. Donc moi je laisse faire, hein, le marché est bien en train de se ratatiner intégralement partout. Le seul truc c'est, et ça va être le thème de la journée, les actifs corrélés, qui me semble assez bizarre, dans le sens où... alors d'ailleurs, vous voyez, je trouve ça très marrant parce que combien de fois j'ai eu cette question, qu'est-ce qui va se passer si les marchés actions baissent? Est-ce que ça va profiter aux cryptos? Voilà, vous avez la réponse. La réponse, c'est non, en tout cas pour l'instant, mais je ne vois pas le lien de cause à effet, hein, qu'on soit franc. C'est surtout du bullshit, hein, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont été ruinés, donc ils sortent un peu le capital de là où ils peuvent le faire. Donc voilà, ce qui me gêne, euro-yen, ça aurait dû s'effondrer normalement un peu hier, enfin surtout la partie yen. Donc la partie yen hier vient chercher les niveaux de breakout, mais est-ce que ça déroille? Eh bien évidemment, pas encore, hein. Donc le marché ne veut pas, vous avez bien compris le principe, on est mature, il y a tout ce qu'il faut, mais évidemment on va retenir une nouvelle fois tout ce qu'on peut, essayer de sauver le malade. Puisqu'il ne faut surtout pas, hein, que là le yen s'envole beaucoup trop, parce que si le yen part hors de contrôle, c'est dire que les capitaux sortent pour de bon et que ce n'est pas des stratégies de couverture. Donc on va voir tout ça, et aujourd'hui donc un mouvement semble-t-il plutôt contrarien par rapport à ce qui s'est passé hier sur le Forex. C'est-à-dire qu'hier c'était chute NZD yen, ce matin ça essaye de corriger. Hier l'euro yen retourné sur support, ça essaye de corriger. Le GBP était haussier, il corrige. L'euro-dollar reste neutre. Et donc CHF et Yen ne sont pas extrêmement recherchés, même si hier restait quand même une grosse séance sur le Yen. Un retournement bien brutal. On passe enfin bullish en daily. Donc voilà, no comment.
C'est donc la stratégie qui est en phase de validation là aussi. Maintenant, attention, c'est la première vague haussière. Donc je vous rappelle, c'est celle qui prend de court tous les imbéciles vendeurs. C'est-à-dire que là, ils commencent à comprendre que l'yen est plus baissier. Donc ils vont commencer à retourner leur veste. Voilà, c'est toujours pareil. C'est toujours les mêmes cycles que vous voyez. Le spéculateur commence à construire un scénario, tout le monde dit qu'il est stupide parce qu'il est dans l'autre sens, et puis, merde, le spéculateur commence à avoir raison, les autres se disent, il va être temps de retourner la veste et d'encaisser les pertes, ou d'encaisser le peu de gains qui reste, parce que théoriquement, là, un mec qui s'amuse à vendre du yen, il l'a vendu par là, hier, et s'il est gentil, il a réussi à ressortir à son prix d'entrée ou proche, et il a pris absolument aucun gain. Donc voilà, c'est toujours pareil, peu de gains pour le suivi de tendance, toujours beaucoup de critiques, et ça me fait toujours bien rigoler, mais c'est comme ça. Donc le Forex à surveiller dans les prochains jours, même si je pense que normalement les tendances qui ont été initiées devraient se poursuivre, à savoir à terme et à moyen terme, voir notre yen se réapprécier alors que les valorisations boursières vont commencer à prendre cher. Le gold, lui, c'est toujours le manquant à l'appel, incompréhensible. Pourquoi notre gold est toujours là? Eh bien, c'est parce que le dollar est maintenu artificiellement en vie. On a bien un beau signal de vente, le dollar va se ratatiner comme il faut, mais ce n'est évidemment que par là que, comme d'habitude, les mecs vont se rendre compte que c'est vert. Donc il va falloir attendre encore un petit peu, que ça se dégrade, puis que les mecs acceptent de vendre un peu de dollars. Quand le dollar sera vendu, je pense que notre ami le gold va nous faire un breakout d'anthologie, puisque après 2 mois et demi, alors regardez, ça fait depuis la quinzaine d'août, que très sincèrement, donc ça fait un peu plus de 2 mois, que c'est du grand n'importe quoi sur le gold. Donc quand ça va lâcher, ce truc-là, derrière, la tendance haussière qui va se mettre en place risque de durer probablement plusieurs trimestres. Dans une tendance, évidemment, il y aura des pullbacks. Vous avez bien compris que de toute façon, dans le gold, quand ça monte, on monte tout doux et il faut évidemment retester de plein de fois les supports. Par contre, quand il faut descendre, il n'y a pas de souci. Vous avez bien compris. C'est toujours le même biais, le biais de dire... Tout ce qui fait monter les actions, c'est parfait. Tout ce qui fait baisser les actions, il faut surtout pas le faire et il faut le remettre en question des dizaines et des dizaines de fois avant que ça finisse par passer. Le nombre de fois où il y a eu du buy the dip à Wall Street, je ne vous raconte pas, c'était hallucinant. Mais maintenant, je pense que c'est game over, c'est terminé, c'est fini cette histoire. Il va falloir être franc. Ce qui s'est passé hier, ce n'est pas anodin, ce n'est clairement pas compatible avec un scénario buy the dip. Là, c'est compatible avec un scénario panique à bord. Les mecs commencent à comprendre que c'est fini, qu'on est à la fin du cycle et qu'il va falloir se faire la malle avant que les particuliers se fassent dérouiller. Donc ça y est, voilà, les taux ça baisse et ça c'est pas anormal, mais c'est bien. On travaille le range dans la target, c'est intéressant. Donc je m'attends à ce que ça continue de consolider un peu sur la partie obligataire en zone euro, mais à terme, je m'attends à des reprises assez sensibles puisque QE devrait s'arrêter quoi qu'il arrive. Baisse des marchés, pas baisse des marchés. Mario Draghi ne peut pas faire plus que ce qu'il fait déjà, tout simplement parce qu'il n'y a plus la profondeur de marché dans l'obligataire, qu'il soit allemand et tout ce qu'il faut. Soit il faut créer des dettes de fous qui n'existent pas pour l'instant. Soit la BCE n'a pas ce qu'il faut, n'a plus de contrat à racheter, tout simplement. Au bout d'un moment, vous pouvez maintenir les taux bas artificiellement, mais si c'est la banque centrale qui fournit tout le crédit dans la zone euro, là, ça devient un petit peu gênant, puisque c'est une situation de monopole littéralement au bord de la légalité, mais c'est comme ça. Elle est là pour soutenir le crédit, la Banque centrale, elle n'est pas là pour fournir tout le crédit, sinon c'est un peu un problème, c'est un peu ce qu'on appelle la planche à billets, nos limites, et ça se paiera au prix d'une hyperinflation, et ça derrière, ça cause les plus graves récessions qu'on puisse connaître. Donc il faut faire très attention d'un point de vue économique. Mario Draghi, au bout d'un moment, a les pieds et poings liés, il est indépendant des instances politiques, mais au bout d'un moment, ils vont juste le remplacer si jamais il continue à appuyer sur le bouton de l'imprimante. Voilà, donc d'un point de vue VIX 23, on est sur des zones assez importantes et surtout le VIX donc clôture en haut, ça fait des mois que ça n'est pas arrivé. Je pense qu'on est donc dans un contexte de reprise de la volatilité. Maintenant, est-ce qu'il faut targeter immédiatement les 30 ? Je ne suis pas certain. Moi, je pense quand même qu'ici, il y avait une prise de profit partielle à réaliser parce qu'il y a un risque que ça consolide, c'est-à-dire que Wall Street digère un peu tout ça pendant quelques jours.
avant probablement de réattaquer après. Hein. On est bien ici sur un schéma d'une seule phase de hausse. Il en restera probablement une à faire derrière sur le VIX. Là, ici, évidemment, donc le VIX du Nasdaq. Là, on est sur un autre schéma. Je vous en ai parlé donc hier. Là, je pense que sans grande peine, ce VIX-là, ce VIX, cet indice de la volatilité, celui-là va se prendre la plus grosse clacasse qu'il a jamais prise, c'est-à-dire que lui, à mon avis, il ne va pas s'arrêter à 30 et il va aller chercher à terme la zone supérieure à ça. Mais pour l'instant, on va voir. Mais je pense que lui, il est dirigé à la hausse, quoi qu'il arrive, pour les prochaines semaines. Qu'est-ce que j'ai d'autre à rajouter? Donc là, je surveille Gold, mais Gold, à mon avis, ça ne va pas tarder à se diriger. Il faut juste que la bride se lâche petit à petit sur le dollar. Mais ça va arriver, je pense, d'ici peu. AUD-NZD, on va surveiller, mais normalement, voilà, pullback hier, c'est assez logique. Hein. Comme les grosses économies sont pénalisées, forcément, l'AUD-NZD, il se recasse la gueule et il nous donne un double signal vendeur, et ça, c'est pas bon. Hein, donc l'AUD-NZD, je vais surveiller. Je ne vais pas, pour l'instant, alléger, mais je devrais sérieusement penser à le faire. J'ai toujours confiance dans ce scénario, mais là honnêtement je pense qu'aujourd'hui je vais alléger les positions, je vais revenir à 3 sur 5 et vous voyez, pour la petite zone de prix ici, j'hésiterai pas à rentrer si on efface tout ça, mais pour l'instant je pense qu'il va falloir rester très prudent. Qu'est-ce qu'on a comme catalyseur? Ah oui, d'accord, l'inflation. Donc cette nuit on va avoir de l'inflation, ou c'est quand? Non, c'est demain, 15 octobre, ok, la semaine prochaine. Donc la semaine prochaine, dès l'inflation en Nouvelle-Zélande, et donc le NZD, j'espère qu'il va franchir son support. Ce serait bon signe pour nous, hein, c'est ce qui permettrait, je pense, de réaliser ce breakout. Bon, pour l'instant, je ne flippe pas outre mesure, hein, mais il est possible que j'allège un peu le levier en cas de poursuite à la baisse. Normalement, on ne doit pas venir chercher ces zones de prix, on doit s'arrêter là, trouver rapidement des acheteurs et ne pas aller plus loin. Apple, voilà. Alors, Apple, la vente a été prise hier soir par là. Hein, donc, alors qu'on attaquait ce support-là, je suis passé vendeur. Je renforce, hein, donc je double, je fais 2 fois et demi la taille de la position. Hein, il me restait toujours un petit short spéculatif, hein, par là, donc qui est très très bas. Donc là, j'ai remonté, mon prix de revient moyen est à peu près ici maintenant, au niveau de ce gap. Donc on va voir si aujourd'hui ça peut baisser sur Apple et déclencher les stops pour que tout ceci repasse en positif. J'y vais vraiment tout doux, hein, pour l'instant, j'ai pas encore un gros volume de dingo sur Apple. J'attends que ça confirme. Quand on aura raclé ses premiers stops, je commencerai à renforcer éventuellement les positions. J'en ai pris d'autres. J'ai pris Boeing, j'ai pris Nvidia. Enfin, j'ai refait un peu le plein hier d'actions à la baisse. À défaut de pouvoir renforcer le Nasdaq, j'ai au moins vendu les actions qu'il compose. Et donc, je reste sur cela pour l'instant. Donc, là, j'attends dans les prochains jours la cassure du gold, le déclenchement des scénarios euro-doll et donc le repli haussier de ce marché, hein, qui va donc constituer un deuxième creux supérieur au précédent. C'est-à-dire que derrière, les suiveurs de tendance vont pouvoir gérer leurs risques et je pense que donc ils vont passer assez franchement à l'achat. Donc on va se mettre à une canal, voilà. Hop. Donc je m'attends maintenant à une vague 3. Hop, tiens, d'ailleurs voilà, le TP, hein, vient de passer, donc là c'est bon, les BR sont sortis. Hop, voilà, ça me semble plutôt propre en termes de canal, on est bien là-dessus, hein, merde, voilà. On va y arriver. Ok. Donc maintenant, ici, on est là. On peut placer les extensions. Je pense qu'on peut valider et donc se projeter vers les poursuites haussières. Pour moi, minimum 127. Donc c'est-à-dire en termes de rythme de marché, si on y va tout doux, on se la fait juste comme ça. Sur l'euro-dollar, on vient chercher ce niveau résistant, d'accord, cette grosse zone technique. Et ici, on viendra chercher un overlap vague 1 et la vague 5 pourra être éventuellement la vague étendue qui cassera le canal, ou alors on se la fait sur la 3, c'est-à-dire qu'ici ça s'embrase, le dollar s'effondre, hein, ce qui serait normal, hein, je tiens à le préciser, ce qui serait absolument normal. Et dans ce cas-là, je pense qu'on ira franchir cette résistance, donc aller chercher probablement ces zones-là d'extension type 200-300% sur la prochaine vague. Donc je ne sais absolument pas ce qu'il en est, hein, je ne suis pas devin. Tout ce que je peux vous dire en revanche, c'est que normalement on se dirige vers ces zones de prix, plutôt les 1,30, 1,40 sur l'euro-dollar à cause du dollar cette fois et donc de la sortie de l'euro de son QE. Donc normalement ça va réapprécier un peu la devise.
Après ces mois et ces mois d'injection monétaire, on devrait donc retrouver une stabilisation sur ce cross, le cross le plus tradé donc, du marché Forex. Donc je m'attends à un plus effect, à un double. L'euro-dollar risque d'être très intéressant, un double effet de base. L'euro qui se reprend avec la sortie progressive du QE et donc l'arrêt des injections monétaires, donc la masse monétaire en euros qui arrête d'augmenter, ce qui fait de facto baisser sa valeur. Et le dollar qui par contre va recevoir probablement un afflux de capitaux sortants absolument immense du fait de la sortie de toutes ces actions stupides qui ont été achetées de par le monde. Donc les investisseurs vont redemander leur pognon sur les valeurs de croissance, vont essayer de sortir. Tous les gens qui ont acheté des ETF partent en panique. D'ailleurs, on va reparler de ça immédiatement. Voilà. Donc pourquoi je pense qu'on n'est encore qu'au début des problèmes tout simplement parce que regardez le volume sortant en ETF est très très faible, on n'est encore qu'au début. Regardez d'ailleurs ce qui avait été marqué à l'époque. Alors bon, là je viens de me chier, mais rappelez-vous en fait on avait mis ça ici. Voilà, alors l'amplitude ici a bougé, hein. Mais hier c'est très marrant parce que dès que j'ai ouvert ce graphique, je me suis dit ah putain, il s'est passé exactement ce qu'on avait prédit à l'époque, à savoir donc une phase de baisse, une phase de reprise haussière et puis une cassure baissière. Et là derrière, c'est ici qu'on rentre en bear market. C'est ce que je vous avais dit à l'époque et c'est exactement ce qui s'est produit. Nouveau flux entrant sur les ETF, mais toujours dans des structures très faibles. Et ici, on va avoir le flux sortant, c'est-à-dire que là, je pense qu'on est qu'au début des phases de baisse. Maintenant, attention, hein, ce sont des flux sortants, mais comme je l'expliquais dans la vidéo d'hier, il faudra vraiment faire attention. On va assister à normalement la première rotation, celle qui vise à limiter les baisses sur les indices large spectre, c'est-à-dire on continue quand même de rester bullish sur certaines actions, mais on va être beaucoup plus sélectif, c'est-à-dire que maintenant les valeurs de croissance vont être complètement délaissées. Personne n'achètera les supports des Apple et compagnie, tout simplement parce qu'il n'y a plus de croissance à espérer. Donc on va refaire quoi sur ces valeurs? Chercher les moyennes de prix et probablement glisser dessous. Là où probablement d'autres valeurs qui elles ont été délaissées, survendues et qui sont sur des prix intéressants seront recherchées pour la même chose, retourner voir des moyennes, mais comme elles sont très largement installées sous les moyennes comme General Electric, ces valeurs-là risquent d'être très recherchées par les investisseurs à Wall Street. Donc comme je vous l'avais dit, de toute façon, les profits ne seront plus au rendez-vous sur les grosses capis. Donc, plus de profits alors qu'on les a pricés 20-30 fois. On pricé 20-30 fois les bénéfices et que les bénéfices chutent, forcément les valorisations s'effondrent sur les valeurs de croissance, d'autant plus que comme on est vraiment sur le switching fin de cycle économique, il est normal que les portefeuilles se réajustent à ce nouveau risque. Maintenant, il y a ceux qui le font en panique parce qu'ils ne l'ont pas vu venir, il y a ceux qui ont été un peu plus malins et qui ont sorti les flux depuis des mois. Tous ceux, comme je vous l'avais dit, hein, c'est-à-dire si vous pensez que la smart money est en train d'acheter, vous vous trompez probablement. La smart money est en train de sortir son cash, là où les imbéciles achètent à coups d'ETF et de gestion passive. Hier, ce sont eux qui commencent à prendre assez cher et attendez-vous à ce que ça continue. Parce que là, on n'est pas sur un pullback, on est bien sur une fin de tendance. On a bien le schéma qui laisse à penser que ça, c'est pas une vague 4, mais bien une vague 1. Et la vague 1, généralement, elle va déclencher des stops. Donc pour moi, les stops à Wall Street, ils se trouvent là-dessous. Hein. Donc je pense que Wall Street, on va chercher ça assez probablement. Là où je pense que sur le Nasdaq, les stops se trouvent bien plus loin. C'est-à-dire, pour moi, sur le Nasdaq, les stops se trouvent sous ces bottoms-là. Et je pense qu'on va aller leur dire bonjour dans les prochaines semaines. Donc voilà, le schéma de toute façon sur les indices a été décrit hier dans la vidéo, je ne vais pas revenir là-dessus. Donc pour l'instant en surveillance, donc j'attends de trouver le déclenchement sur les scénarios des différentes paires en yens. Donc c'est pas tellement le yen je pense qui sera déclencheur, mais plutôt l'intégralité du panier de devises. Et donc comme je vous l'ai dit l'autre jour, j'ai transféré mes ventes d'euro-yen vers un petit peu plus d'USD-yen. Donc je me désengage un peu de l'euro-yen, même si je pense qu'il baissera aussi. Mais je m'attends à trouver un euro, pardon, toujours assez fort, d'accord. Et comme le yen, je pense, risque de consolider un petit peu, il est possible que notre ami l'euro-yen retrouve un petit peu de fraîcheur. Donc je reste quand même baissier sur l'euro-yen, mais je transfère le levier qui était là sur l'USD-yen qui me semble avoir à terme un potentiel bien
supérieur. Donc le DXY, hein, clairement, à la vente, tout comme le XY, pour moi, donne un signal assez clair de hausse. Et donc JXY, qui a vraiment validé son signal haussier. Maintenant, encore une fois, là, je ne vais pas m'embêter à prendre des profits sur le yen. Je pense que ça peut continuer. Mais je m'attends quand même à ce qu'on puisse éventuellement réaliser des pullbacks sur la devise refuge par excellence. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. Je prends vos questions, j'imagine qu'il va y en avoir pas mal. Tes vidéos du mois d'août et tes réflexions qui touchent à la géopolitique. Techniquement, je pense que ça va pas sur les leviers. Voilà, de toute façon, je vous ai dit, comprendre les risques associés aux leviers, c'est extrêmement important parce que quand vous comprenez ça, vous comprenez que le trading, c'est pas de la magie, mais de la gestion du risque. Et quand vous apprenez à bien gérer votre risque, vous faites déjà un pas vers le trading et un pas hors du gambling, et c'est très très important de faire ça. Je ne comprends pas bien l'intérêt de trader les marchés Forex sans levier. Alors si, le marché Forex, je le trade avec levier quand il est validé. C'est-à-dire que là, les scénarios qui sont validés pour moi pour l'instant, il n'y en a pas beaucoup. Il y a la UDNZD, mais comme tu vois, il tergiverse. Hein. Lui, il hésite. Les scénarios validés pour moi, il y a USDMXN, qui, dès qu'il va retourner vers le support, je vais passer à ça à 4 sur 5. Là, j'attends le nouveau signal vendeur. Pardon. C'est un marché qui replie, hein, qui revient retester des résistances. Je ne serais pas surpris, tu vois, que mon ami l'USDMXN trouve une résistance dans cette zone de prix, se redirige une nouvelle fois vers le support pour accélérer. Hein, c'est juste des vagues qui viennent retester les résistances, faire le plein. Encore, on voit bien le marché est cyclique pour l'instant, il accumule, mais dans un marché cyclique, on est baissier. Je m'attends à une nouvelle phase de tendance sur cet actif-là, que je prendrai donc avec des renforts en breakout. Donc pour l'instant, j'attends un signal vendeur, soit pour augmenter une nouvelle fois mon levier et renforcer une nouvelle fois mes positions, pardon, soit tout simplement un marché qui déclenche en cassure, c'est-à-dire un marché qui revient chercher le cycle de TP et qui s'attaque à le démonter gentiment. Donc l'USDMXN, c'est un scénario qui est en phase de validation, qui attend encore une confirmation. L'USDCNH, c'est pareil. L'USDCHF aussi. l'USDCAD aussi. L'USD-Yen, ça attend toujours une validation. NZD-Yen, c'est un scénario en phase de validation, ça ne va pas tarder. L'Euro-Yen, pour moi, c'est pareil, c'est un scénario qui est plutôt validé, mais qui nécessite une reprise dans le directionnel que je recherche. GBP, c'est un scénario validé. Pour moi, c'est bon. Hein. Je vous avais dit GBP, on revient chercher les résistances. Ici, je vais me positionner avec de nouveaux renforts sur le GBP. Tout ce qui se replie, j'achète sur le GBP. Et je pense qu'on se dirige gentiment vers les différentes résistances un petit peu plus haut. Comme dans le schéma qui avait été annoncé, 2 vagues de hausse. Mais je pense qu'ici, on va avoir des breakouts et qu'on va revenir s'installer probablement vers cette zone retracement 50%. L'Eurodoll, c'est un scénario qui nécessite une validation, de Gold également. Pour moi, les scénarios qui ont validé, ce sont ceux-là. Hein. Donc là, je pense qu'on a bien validé le retournement, mais un retournement vague 1, donc il y aura des retracements, sauf sur les actifs bullesques comme le Nasdaq, qui risquent de voir ces valorisations se faire démonter allègrement encore dans la suite. À cause des flux sortants, tout simplement. Là, on va commencer à racler les stops. Puis les mecs qui ont acheté des ETF qui sont très fortement pondérés en saloperie du genre Apple et compagnie, les mecs vont devoir lourder tout ça en panique. Et forcément, ça va faire quoi ? Ça va faire des ventes dans un marché où personne ne recherche à acheter les valeurs de croissance. Et effectivement, c'est le ciseau, la prise en ciseau que je vous avais prévenu, du risque pour lequel je vous avais prévenu depuis déjà plusieurs semaines. Pardon, autre question. Je les écoute scrupuleusement tous les jours, une bug félixité. Ok, merci à toi. Alors, je ne fais pas ce genre de truc, je ne donne pas de nom. Je n'aime pas ça. D'accord. Il y en a que je respecte, d'autres que je respecte pas, mais jamais vous me verrez rentrer dans ces considérations de commérage stupide, de un tel j'aime bien, un tel j'aime pas, pour telle ou telle raison. Je vous avais fait une vidéo à l'époque pour vous dire comment détecter les traders commerciaux, les vrais traders, les faux, voilà, comment détecter les différents profils de traders qui communiquent sur Internet. Vous vous en référez à cette vidéo et vous faites votre propre choix. Je ne citerai jamais de nom. Sur le BX4, oui, le CAC 40 en 2 fois short, je remarque que sur cette date, traversée du désert, est-ce comparable un buy and hold est-il envisageable acheter du BX4 ou du BXX, je ne suis pas vraiment pour ce système-là. Alors, c'était intéressant, mais tout simplement, moi, je pense qu'avant
même de chercher à profiter de la baisse du CAC 40 qui a déjà bien consolidé. Moi, je pense que là, au contraire, il était intéressant de se dire, par contre, vos actions, vous allégez, voire vous sortez de toutes les actions qui sont bien pondérées dans les indices, et surtout toutes celles qui ont monté. Voilà, les Kering, les LVMH, c'est suracheté depuis des mois et des mois dans un marché où je vous ai dit, on est probablement en fin de cycle. Donc, suracheter des valeurs de croissance, pensant que ça va continuer ad vitam aeternam, c'est une énorme connerie. Je vous avais dit de vous maintenir bien à l'écart de ces valeurs, voire de les shorter. Maintenant, shorter du large spectre CAC 40, c'est pas nécessairement une bonne idée, surtout maintenant que les valeurs de croissance se sont bien faites démonter. Elles ont probablement pas fini, mais attention, il y a dans un indice, il y a des pondérations qui font que l'indice va pas non plus chuter forcément en ligne droite. Donc je pense pas que ce soit le bon moment là, en tout cas, de se positionner à l'achat des BX4. Voilà, c'est comme ça que moi, en tout cas, je le vois pas. Je vois en termes de raisonnement, ça me semble complètement con de se mettre à l'achat d'un BX4 maintenant, maintenant que la phase de baisse est bien amorcée. Souvent payer son stop. Alors j'ai déjà répondu, je pense que quelqu'un te mettra la réponse, Michael. Mais oui, voilà, c'est ça. En principe, c'est que tu fais, en fait, quand tu vends, par exemple, le marché baisse un peu, arrive sur un premier support, tu vas encaisser par exemple 25% pour payer ton stop. Ce qui fait que derrière, si le marché remonte chasser ton stop, bah, le stop ne te coûte rien parce que le petit gain que tu as pris sert à renforcer, à payer le stop. Même chose pour un achat, quand tu achètes, ton stop est là. Si le marché arrive là, tu peux, par exemple, prendre 25% de la position pour payer le stop. Non, c'est juste que comme j'ai déjà mis pas mal sur les cryptos, j'ai pas de capital. Le capital qui me reste, je préfère le garder en dollars, en euros, pardon, disponible pour racheter éventuellement des nouvelles cassures, plutôt que de me positionner sur un troisième actif. Voilà. Pour l'instant, IOTA peut être intéressant, mais je préfère pas le prendre pour l'instant. Alors, en durée moyenne environ, hop, on s'en fout, je fais pas le timing. Ça, c'est pareil, arrêtez avec vos certitudes. As-tu un avis sur Valeo? Ah tiens, ben voilà, c'est peut-être... Valeo, c'est typiquement le genre d'action, je pense, qui sera recherché. Voilà, typiquement, on est dans ce cas-là. Tout comme General Electric, on est bien à l'écart des moyennes, on est sur des prix structurels probablement. Donc attention, il va falloir regarder la structure, il ne faut pas que ce soit une valeur trop endettée. C'est normalement une valeur endettée, les valeurs comme ça s'endettent, puisqu'elles distribuent tout ce qu'elles peuvent en dividendes pour essayer de garder. Donc voilà, il faut faire attention, mais je pense que là, tu as clairement, donc, par rapport à l'émission que je vous ai fait hier, un value stock. Voilà, là, tu as clairement un value stock assez intéressant à essayer donc de récupérer, je pense, lorsqu'il donnera un signal. Donc en hebdo, on est sur du exit. Donc là, il faut vraiment quand même rester tranquille. Là, pour l'instant, c'est dangereux de se positionner dessus. C'est-à-dire que la rotation, elle pourra se mettre en place en faveur de cet actif, mais peut-être pas tout de suite, quoi. Disons que là, je vois pas franchement de raison de se positionner ultra bull sur un truc pareil. Je vais juste faire un petit coup de fixed range par là pour voir ce qu'on a en termes de volume laissé derrière. Ok, donc là voilà, je pense un peu plus bas sur du Valeo, ça peut se tenter. Alors là c'est ultra spéculatif, c'est-à-dire que là tu n'as rien qui te permet de faire quoi que ce soit, mais tu as un niveau technique support ici, en hebdo, que tu peux essayer de traiter. Voilà, mais je dis bien essayer de traiter. Voilà, donc tu as celui-là et celui-là à surveiller en réaction de prix. C'est-à-dire que là, tu vas un peu plus agressif, tu viens en intraday, et tu vas essayer de chercher des pré-signaux. Donc tu vois, des freins dans la tendance baissière. On n'est pas encore en train de constituer des tendances haussières là-dessus. Mais te dire que si tu veux vraiment être agressif et te positionner sur du Valeo, un peu à la manière dans laquelle je me suis positionné sur General Electric il y a de ça plusieurs mois, tu peux jouer ça, c'est-à-dire essayer de jouer le frein de la baisse, c'est commencer à limiter la baisse pour prendre de gains et payer ton futur buy and hold, par exemple. Puisque là, il faudra jouer un buy and hold, c'est probablement un scénario qui mettra 3 à 4 trimestres à te générer les retours vers les moyennes. D'accord. Donc moi, sur un truc comme ça, là, je dirais patience, tu es toujours dans des cycles bear. Ici, je m'attends probablement à un TP. Donc tu attends le cycle TP avec sa confirmation et tu essaies peut-être de jouer des petits replis
dans un premier temps. Donc, il ne faudra pas laisser traîner ton cash trop longtemps. Hein. Il faudra vraiment les acheter assez rapidement. Les racheter assez rapidement, les revendre assez rapidement, tes petits achats qui serviront uniquement à tester des prises de bénéfices dans cette zone-là. Hein. Des TP, c'est probablement un TP que tu vas avoir comme cycle ici. Ce qui veut dire que c'est beaucoup trop agressif de faire tes buy and hold sur un TP. Par contre, tu peux essayer de jouer des petits replis parce que les vendeurs risquent de sortir de ces valeurs. Ok, alors il y a eu un tsunami sur le Dow Jones, moins 3%, c'est pas un tsunami, hein, c'est juste une grosse séance de baisse. Là où il y a eu un tsunami hier, c'est sur le Nasdaq qui s'est fait moins 5%. Et là, effectivement, c'est une grosse séance, à une grosse clacasse. On va la digérer pendant probablement quelques jours, mais je m'attends à ce que ça reprenne après. Hein. C'est-à-dire, je pense que c'est un mouvement épidermique qui prend un peu tout le monde à court, mais on est loin d'avoir fini. Il y a encore beaucoup de stops à chasser, je pense, sur le Nasdaq. On va voir qu'il y avait un maillot qui nageait à poil, évidemment. C'est le moment où la mer se retire. Comment expliques-tu que le dollar soit baissier alors que la Fed vient de remonter ses taux? Le dollar n'est-il pas censé s'apprécier? Si, mais attention, il n'y a pas que la mécanique. Il n'y a pas que la mécanique de taux qui fait varier la valeur d'une devise. Il y a aussi le flux de capitaux. C'est-à-dire que là, les mecs qui étaient investis en dollars, j'aime autant te dire qu'ils sont en train de se barrer très vite et de rapatrier le pognon chez eux. C'est-à-dire que tu as des flux sortants en dollars très importants, je pense, qui sont en train de se mettre en place et qui vont probablement continuer. Et donc, si les actions américaines et notamment les grosses tech sont amenées à se larguer encore 15 à 20% minimum, j'aime autant te dire que les flux de capitaux sortants en dollars risquent d'être assez conséquents et vont mécaniquement faire baisser la valeur de la devise. Et puis après, il y a aussi ce qu'on appelle la force relative, c'est-à-dire que le dollar, c'est le dollar, mais c'est ce qu'on traite sur le change, c'est le dollar face à d'autres devises. Et il est possible que le dollar perde du terrain parce que d'autres devises vont s'apprécier beaucoup plus. Hein, d'accord ? Par exemple, les devises refuges, yen, franc suisse, et probablement l'euro qui va se réapprécier et se rééquilibrer après des mois de distorsion monétaire induite par les injections monétaires de la BCE. Donc quand tu vois qu'à côté de ça, tu vas probablement avoir donc un dollar avec des flux de capitaux sortants, et d'un côté un euro assez fort, un CHF probablement également, et un yen recherché à cause de sa stabilité, de sa stabilité. Non, mais comme c'est nos limites chez Kuroda, voilà, eux, effectivement, ça risque d'être très recherché le yen. Donc il faut t'attendre à ça. Je pense que ça va surtout baisser pour ces deux effets cumulés, pas nécessairement que l'effet taux. L'effet taux va lisser un peu le truc, mais probablement que c'est surtout les flux de capitaux sortants et la force relative des autres devises qui va faire baisser le dollar. Maintenant, on est sur des vagues 1 sur le dollar, c'est-à-dire pareil, il y aura des pullbacks, mais ici, on est sur des vagues que seuls les spéculateurs vont shorter. Qu'on avait peut-être touché le bottom du BTC, on verra. Tu vois, par exemple, ça ne se confirme pas aujourd'hui. Pourquoi tu avais shorté? Pourquoi tu les avais shortés? Peux-tu vite récapituler? Oui, ok, on va faire. Oui, ouais, j'ai vu ça, évidemment. De toute façon, dès que tu mets crack et Bitcoin dans une phrase, les mecs cliquent et ils n'en peuvent plus. Donc, alors, pourquoi j'avais shorté les US? C'est tout simple, parce qu'il y a un signal, bête et méchamment, application de la stratégie, exit, ici, le cycle boule non validé, vous avez dit, dès que ça vient chercher le cycle boule, on va probablement casser, ça n'a pas raté, on est venu là, ça a déclenché les phases de baisse, après ce beau double signal vendeur, dans une structure plutôt exit, et donc, pour moi, ce marché ici, il pouvait soit effectivement faire une petite pichenette de type vague 4, et repartir faire une dernière vague 5. C'était un des schémas. Ce qu'on a hier, ça ne correspond absolument pas à un schéma de type vague 4. Pour moi, on est en train de préparer une vague 1 et il nous reste donc une impulsion supplémentaire à faire. C'est l'argumentaire que je vous ai fait hier. Donc voilà, pour moi, ça c'est vague 1, 2, 3. Il reste 4, 5 à faire là-dessus. Mais la vague 4 et la vague 5 vont probablement prendre du temps. Tiens, d'ailleurs, regardez l'analyse que je vous ai fait hier. Pour l'instant, on est plutôt dans le tempo. Autre question, mais ça je crois que cette fois j'ai répondu à tout. Alors je vais aller voir les questions que vous auriez pu mettre dans la fin du cycle éco. Ah évidemment, il y a de la question. Alors, je ne joue pas sur ces marchés, mais je les suis depuis février, le jour où BTC a touché le fond et que les marchés traditionnels ont déraillé. J'ai toujours vu une corrélation, et bien tu vois que la corrélation, elle, n'existe pas du tout.
Mais effectivement, voilà, la fin du cycle, on y est. Ce qui est intéressant, c'est maintenant de se dire, bon ben voilà, ceux qui ont un peu l'aspect jeu, ok. Ceux qui aiment bien le risque vont prendre un peu de risque en essayant de shorter des actions et de prendre du cash dans la phase de baisse. Les autres vont tout simplement attendre le prochain timing d'investissement, probablement à terme d'une consolidation de type annuel, mensuel. Donc ça va prendre probablement 2 ans de cycle récessif. Et derrière, on aura un cycle investisseur qui sera très intéressant et on fera un bon paquet de buy and hold dans ces marchés-là également. C'est fou, je vous fais une vidéo que sur les indices et vous me trouvez le moyen de me rajouter de la crypto là-dedans. Voilà, donc non, on va pas, ne jouez pas ce jeu-là. Voilà, on s'en fout. Ce qui se passe hier concerne uniquement les actions. Pour moi, la corrélation action-crypto, elle est très relative et très instable. Je préfère ne même pas jouer là-dessus. En tout cas, ne pas me risquer à faire des commentaires sur ces schémas-là. Voilà, donc quoi qu'il en soit, ce matin on résume, donc les cryptos partent plutôt à la baisse, mais je pense qu'il y a un catalyseur qui l'explique. Mais comme j'ai pas de news flow, alors je sais pas, on peut faire news crypto, un truc comme ça, je vais essayer de trouver la raison. Bon, je trouve pas, et de toute façon on s'en fout, hein, on va être honnête. Moi les raisons, je m'en branle un peu. On va voir jusqu'où ça peut aller, parce que même si la news est importante et qu'elle est vraiment catalysante pour aller casser le support, et ben elle cassera le support, le scénario spéculatif sera invalidé. Ça ne change rien pour le buy and hold. Donc, quoi qu'il en soit, restez dans le cadre des scénarios que vous avez faits. Si vous n'avez pris que le scénario spéculatif, ben vous savez à quel point il s'arrête, à quel niveau il faut l'interrompre. Si vous avez pris le scénario buy and hold, il n'y a rien à faire, point barre. Voilà. Appliquez les scénarios, bête et méchamment. Comme toujours, construisez une stratégie de trading, appliquez-la, et cette stratégie, elle est là pour éviter de prendre des décisions stupides. Donc, si vous avez envie d'appuyer sur le bouton vente, réfléchissez, est-ce que c'est rationnel, est-ce que c'est dans le cadre de ce que vous aviez prévu, ou pas. Si c'est pas rationnel et que c'est pas dans le cadre de ce que vous aviez prévu, si vous appuyez quand même sur le bouton, c'est qu'il y a encore beaucoup de travail à faire sur votre psychologie. Mais encore une fois, la technique en trading, c'est 20-25% grand maximum, et ça s'apprend, et c'est ce que j'essaie de vous apprendre. La psychologie, j'essaie de vous donner des bases d'apprentissage, mais seul le temps forge votre psychologie pour être compatible avec le trading. Donc ne vous frustrez pas si vous n'arrivez pas à avoir autant de pragmatisme que moi. On n'a pas la même expérience, il est normal que ce soit beaucoup plus facile pour moi que pour vous. Mais évidemment, il faut vous faire pénitence, ça viendra. Voilà, ça vient avec le temps, il faut travailler là-dessus. C'est pour ça que quand je vous insiste toujours dessus, et on terminera là, quand vous débutez, l'utilisation du levier est évidemment simplement là pour multiplier l'amplitude de vos pertes, et ce ne sera là que pour multiplier la souffrance que subira votre compte quand vous ferez des bêtises. Et faire des bêtises, encore une fois, putain, c'est normal. Il faut pas dramatiser là-dessus. Vous ne serez certainement pas un trader parfait avant quelques années encore, mais on s'améliore avec le temps, rassurez-vous. Si vous avez le potentiel, vous pourrez y arriver sans aucun problème. Mais la patience est de loin la qualité la plus fondamentale pour devenir trader. Allez, bye bye.